Bonsoir Alain Boer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement et criminologie. Vous publiez aux éditions Plomb et Groen. Alors il faut que je le prenne, il est un peu lourd, il faut le dire, parce que c'est ce qu'on appelle un beau livre selon l'expression consacrée. Un dictionnaire amoureux illustré du crime. En vrac, de l'empoisonneuse Marie Bénard jusqu'à Tony Zampa, en passant par Gavrilo Principe, l'assassin de l'archiduc François Ferdinand. Celui qui a mené quelques policiers, quelques absolument. magistrats. Absolument, vous dites ça en référence oui, absolument. À Didier Migaud. Et quelques héros de fiction. On parlera de tout cela dans un instant, mais d'abord, si vous le voulez bien, l'actualité, c'est cet enfant de 5 ans blessé par balle à la tête hier soir près de Rennes, le jeune garçon qui se trouvait dans le véhicule de son père quand celui-ci a été visé par des tirs d'armes à feu. Son pronostic vital est toujours engagé. Je rajoute que le père de l'enfant était connu des services pour usage et vente de stupéfiants. La France est en voie de mexicanisation, Alain Boer ? Je crois que c'est exagéré sur le terme mexicanisation, mais par contre, il y a une dégradation accélérée des homicides et tentatives d'homicide depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, des usages qui sont issus des narcos. Alors, c'est pas très mexicain, paradoxalement, hein. C'est né en Colombie, oui. Et ça s'est répandu à la fois au Honduras, au Salvador, désormais tout le long de la frontière, effectivement, entre le Mexique et les... Avec des gangs que d'ailleurs vous évoquez dans votre livre. Notamment le fondateur, Pablo Escobar. Oui, absolument. C'est à partir de lui que est née une culture de la violence homicide, de l'agression, de l'attentat politique, qui a été, y compris, repris par une partie de la mafia italienne du temps de Totorina, quand il a commis des attentats contre des responsables politiques, tuant des magistrats, mais aussi commettant des attentats contre des musées, afin de desserrer l'étau qu'il considérait comme trop puissant contre ces organisations criminelles. Donc oui, l'expansion du narcotrafic, très bien expliqué d'ailleurs dans un rapport sénatorial l'année dernière, montre à quel point la France est en train de basculer dans une violence désinhibée avec des opérateurs de plus en plus jeunes et pour qui la vie n'a aucune espèce d'importance, à la fois comme opérateur criminel, tueur à gages, ou comme dans un cadre de règlement de compte et de gestion définitive de la concurrence sur les points de deal. Avec cette impression, Alain Boer, qu'il y a une forme d'impuissance de l'État. C'est la question que je posais il y a un instant au garde des Sceaux Didier Migaud. Ministre de l'Intérieur fait un tweet extrêmement martial en annonçant l'envoi de la CRS 82, en parlant de narco-racaille. On a le sentiment que ce type-là de réaction se multiplie quand ce genre de drame arrive. L'action de l'État est à la hauteur ? L'action de l'État n'est pas à la hauteur parce que d'abord il est très en retard, ensuite il n'a pas voulu le voir, il ne l'a pas regardé en face et il n'a pas suggéré, comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs, la manière dont il devait traiter la question des stupéfiants, notamment du cannabis. D'abord pour des raisons historiques, c'est que nous ne parlons pas exactement des mêmes stupéfiants, hein. Le cannabis des boomers était très faible en tétrohydrocannabinol. Il est aujourd'hui extrêmement fort. Il n'y a plus de drogue douce, drogue dure. Elles sont toutes dures. Deuxièmement, nous sommes devenus quasiment autosuffisants en production de cannabis. Nous sommes très capables de produire nous-mêmes une partie des drogues de synthèse, MDMA et autres, y compris celles qu'on achète dans les quais de métro avec son écharpe bleu, blanc, rouge. Et vous faites, pour le dire, référence à personne. Au député insoumis. Andy Carbarat, qui a été interpellé en flagrant délit en train d'acheter de la drogue. Qu'il soit insoumis ou pas n'est pas le sujet. Non, mais c'était un parlementaire. C'était comme précision pour le téléspectateur, puisque pas un parlementaire. Vous disiez était quelque peu et qui relève plutôt du chemsex, hein, c'est-à-dire de la drogue qu'on utilise pour des activités sexuelles longues et intenses. Et puis le troisième élément, il porte sur l'arrivée à bas prix de la cocaïne qui touche d'abord des îles, notamment la Martinique. Il n'est pas un hasard qu'il y ait aussi une situation sociale extrêmement tendue. Hein. Ça coûte plus cher d'acheter un pack de lait qu'un gramme, donc c'est quand même sa dose en tout cas, pardon. C'est un élément quand même important. Donc il y a une situation d'étalement sur le territoire dans des petites et moyennes villes et pas seulement dans les banlieues, de processus nouveaux de distribution entre 2 pizzas et un burger, vous avez aussi votre dose. Donc ce problème-là est là et il n'a pas été décidé parce qu'on ne sait pas s'il faut dépénaliser, libéraliser, contraventionnaliser, avec un texte de 1970 qui est écrit avec les pieds et qui ne sert à rien. Il ne sert à rien parce qu'on ne sait pas traiter la différence entre le trafiquant, le dealer et le consommateur. On les punit tous de la même manière, donc on ne punit grosso modo personne puisqu'on ne sait pas traiter de la masse et de l'immensité du niveau de consommation. Nous avons un des textes les plus répressifs de l'Occident et avec les États-Unis qui nous l'ont imposé par le président Nixon avec et une un des textes les plus
inefficace. Toute relative. Voilà. Plus globalement, le jour où on a compris qu'on traite les consommateurs comme des malades et qu'on traite les trafiquants comme des criminels, ça ira beaucoup mieux. Le docteur Olivenstein avait commencé à expliquer ça il y a près de 50 ans dans une indifférence générale, et aujourd'hui encore, on ne comprend pas qu'il faut différencier la réponse entre la réponse sociale, la réponse médicale et la réponse pénale. Il n'y a pas de réponse unique au problème de la consommation et donc du trafic. Sans consommation, pas de trafic, mais pour gérer les consommateurs, c'est pas la prison. Plus globalement, Alain Boer, et ça fait d'ailleurs le lien avec votre ouvrage, où vous nous rappelez le profil et les méfaits des plus grands criminels, quand on voit ce qui s'est passé à Rennes hier soir, se pose inlassablement cette question, que je vous ai d'ailleurs déjà posée sur ce plateau, mais il faut faire œuvre de pédagogie. L'art de la répétition. Tout à fait. Ce que l'on va sans doute exécuter dans quelques instants. La société est-elle ou non de plus en plus violente? Quand on voit ce qui se passe hier soir, un enfant de 5 ans blessé par balle à la tête et la multiplication de ces méfaits, on peut se dire qu'elle est de plus en plus violente. Et en même temps, souvent, vous rappelez que quand on prend du recul sur les chiffres, c'est moins évident. Qu'en est-il ? Alors, d'abord, il n'y a pas d'indicateur de la violence, donc personne n'en sait rien, et je mets au défi qui que ce soit de vous expliquer que c'est plus ou moins violent, et en plus, depuis quand ? Mais, si vous regardez un indicateur fiable, car, comme je l'ai déjà indiqué chez vous, désolé de la répétition, mais c'est pédagogique. En 1539, on a inventé un truc formidable qui s'appelle l'état civil. Donc, on sait désormais qui naît, et de plus en plus qui meurt, et de quoi on meurt. Sur 5 siècles, grosso modo, un peu plus de 4 siècles, le taux d'homicide en France est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1. Je peux donc très facilement vous dire, jamais on a été aussi peu atteint par la violence homicide en période de paix en France. Sauf que, depuis 2012, le moment où on a eu le plus bas taux d'homicide en France, 700, nous sommes soumis, nous sommes victimes d'une augmentation, d'une intensité, d'une rapidité inédite, puisque nous sommes passés de 700 à 1000 en 12 ans, enfin en 11 ans, parce que je vous parle des chiffres de 2023, nous n'avons pas encore ceux de 2024. 50% d'augmentation, c'est beaucoup. Et si on rajoute les tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés, soit parce que les auteurs sont des incapables, soit parce que les services de secours, les Kalachnikov tirent pas droit, et que les services de secours sont très efficaces, eh bien, on est au chiffre le plus élevé du demi-siècle. Jamais il n'y a eu en 2023 autant d'homicides et de tentatives, ce que j'appelle les homicidités, en France. Donc oui, il y a une dégradation intense, rapide et inédite dans le niveau de violence homicide. Et si vous rajoutez les coups et blessures volontaires, les violences physiques, vous atteignez des niveaux inédits dans leur remontée historique au cours du demi-siècle. Donc la réponse est, au cours du demi-siècle, vous avez parfaitement raison. Sur une période beaucoup plus longue, non, et heureusement. Ça fait partie du cahier des charges, si j'ose dire, de Bruno Retailleau, la question de la sécurité. Il y a aussi la question de l'immigration. À partir de demain, visite d'État du président de la République au Maroc. Dans la délégation, il y a le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui veut notamment engager un bras de fer sur ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. L'objectif, c'est de demander au royaume chérifien de délivrer davantage de laissez-passer consulaires pour expulser plus facilement les Marocains qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. Pourquoi est-ce que Bruno Retailleau réussirait là où tous les autres ont échoué ? D'abord parce qu'il n'est pas impossible, en parlant poliment et dans des relations d'État à État, et donc d'égal à égal, avec le royaume marocain, d'arriver à des solutions. Alors je pense que la technique du bras de fer donnera les mêmes résultats que d'habitude, mais le gant de velours devrait donner des résultats plus efficages, comme on l'a vu. Il a un gant de velours, Bruno Retailleau ? Oui, il ne faut pas le sous-estimer. C'est pas le sous-estimer, c'est constater qu'il dit les choses avec une forme de raideur et de... Oui, non. Je pense qu'il y a plusieurs Bruno Retailleau dans le Bruno Retailleau. Et donc, le bras de fer ne marchera pas, le gant de velours devrait donner des résultats. Deuxièmement, en général, le Maroc délivre des laissez-passer consulaires, mais pas très rapidement, pour des tas de raisons diverses. Et enfin, le vrai problème des OQTF, c'est qu'on devrait supprimer les OQTF parce que ça ne sert à rien, ça ne marche pas, alors, si on les supprime... et que c'est un désastre administratif qui a été inventé pour résoudre un problème qui était celui de la surcharge des tribunaux administratifs et qui est devenu un monstre de byzantinisme, expliquait le sénateur Buffet, devenu ministre des Outre-mer depuis. Et on les remplace par quoi alors, si on les supprime ? Mais parce qu'il existait avant, les OQTF n'existent que depuis 2006. Il se trouve que la France a eu 40 ou 50 politiques de l'immigration depuis la Ve République, quelques-unes avant, depuis les années 1920, et que la question de l'OQTF, c'est comme on en délivre trop, comme une sorte de patate chaude, où chacun, dans sa ligne de nage, décide qu'il a fait ce qu'il fallait faire et qui ne sert à rien. Le problème de l'OQTF aujourd'hui, c'est de revenir à un processus assez simple. 7% des OQTF concernent des crimes.
93% ne sont que des affaires administratives qui sont liées à toute une série de sujets. A raté le rendez-vous, n'était pas là, on l'a pas trouvé, n'était pas à l'heure. Les 7%, ils peuvent se résoudre parce que ce sont ceux-là qu'il faut traiter d'une manière assez simple. D'abord, c'est délivrer l'interdiction du territoire français, donc l'expulsion au moment de la condamnation. Alors, c'est pas exactement le retour à la double peine, puisque ce processus a existé lui-même. L'OQTF, c'est 2006 seulement. Avant, il existait bien d'autres choses, y compris un arrêté d'expulsion par le préfet qui existait. Donc, un peu de retour sur l'histoire de l'immigration et de la gestion des flux et des expulsions est un élément. Deuxièmement, ça laisse 5, 7, 9 ans pour traiter de la question des laissez-passer consulaires, y compris en expliquant qu'il devra être délivré par anticipation. Et troisièmement, vous pouvez résoudre en tout cas cette partie-là. Je ne parle pas du reste de la politique d'immigration, c'est la partie administrative. Mais la partie criminelle, violeurs et assassins, il n'y a pas de sujet extraordinairement compliqué pour le traiter. La question, c'est effectivement de le vouloir. Et c'est une affaire qui concerne autant le ministre de la Justice que le ministre de l'Intérieur. Mais les accords... Pas tout à fait alignés. Sur cette question-là, expulser les violeurs et les assassins... Oui. Aucun problème. Mais sur la politique migratoire, non, mais je vous parle du sujet dont on parle. Tout à fait. L'affaire Philippines, les assassinats, les viols, l'incapacité à gérer les réitérants ou les récidivistes. Il y a là un sujet, c'est 7% de l'ensemble. C'est 7% de l'ensemble pour une fois qu'on peut traiter quelque chose d'une manière à peu près intelligible et de manière prévisionnelle et préventive, elles sont parfaitement à notre portée. D'un mot, Alain Bauer, avant d'aller aux États-Unis. Une nouvelle loi, ça sert à quelque chose ou c'est une sorte de maladie française de faire... Bon, une maladie, ça ne sert à rien. Les décrets d'application de la loi précédente, 7 sur 10 ne sont toujours pas sortis. Donc non, ça ne sert à rien. Par contre, éclaircir la loi, traiter... Vous savez, je suis toujours épaté. On m'invite souvent dans des commissions d'enquête parlementaire après. On m'a jamais invité avant. Et après, on vous explique que ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Mais on aurait pu expliquer pourquoi ça n'allait pas marcher avant. Les acteurs du terrain, pas seulement moi, je dois dire que je vois ça d'un peu plus loin maintenant, mais les acteurs du terrain qui sont aussi souvent mes étudiants ou qui sont mes intervenants expliquent, quand ils voient arriver un projet de loi, pourquoi ça ne va pas marcher. 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, une fois que le projet a été adopté, voté, constitutionnalisé ou en partie... On est invité à la commission d'enquête où on dit, écoutez, si vous nous aviez posé la question avant, vous aurez expliqué pourquoi ça marche pas, mais maintenant que ça ne marche pas, on vous confirme que ça ne marche pas. Donc, si on demande... donc, on vous réinvitera peut-être à l'issue de cette nouvelle loi et vous expliquerez je pense qu'elle ne servira pas à grand-chose non plus. On pourrait commencer par appliquer la précédente, ce qui serait déjà pas mal. Il y a 7 décrets sur 10 à sortir, ça serait déjà bien aussi, mais on pourrait prendre une mesure qui nécessitera probablement un texte de retour en matière pénale, c'est-à-dire le fait que le juge, au moment de la décision finale, c'est-à-dire en appel ou en cassation, puisse confirmer qu'il y aura expulsion à l'issue de la peine et demander immédiatement le laissez-passer consulaire. Avec 7 ans d'avance, on devrait y arriver. Alain Bauer, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous connaissez bien la société américaine, vous passez une partie de votre temps dans l'État du Colorado. C'est la dernière ligne droite des élections américaines, sans doute le scrutin le plus imprévisible depuis un demi-siècle, le plus clivé aussi. Avant de vous entendre sur le sujet, on va aller sur le terrain. Notre dispositif BFM TV est mobilisé pour vous faire suivre en direct cette campagne américaine. On va commencer par aller voir Igor Saïri à New York. Igor, vous êtes juste devant le Madison Square Garden où le candidat républicain Donald Trump va tenir meeting ce soir dans sa ville. Un meeting géant dans une ville démocrate, c'est pour faire quoi? Pour marquer les esprits? Oui, il y a 3 raisons, Benjamin, à cette venue de Donald Trump aujourd'hui, à 9 jours du scrutin présidentiel 2024. La première, c'est que Donald Trump, vous l'avez dit, est ici chez lui. C'est un enfant de New York, Donald Trump. C'est ici qu'il a grandi et qu'il a construit sa légende et qu'il a été aussi aimé que détesté. Et quelque part, il y a une forme de provocation à venir ici et aussi un esprit de conquête parce que ça fait partie de l'ADN de Donald Trump de conquérir et il est persuadé comme jamais, en tout cas beaucoup plus qu'en 2016 et 2020, qu'il va gagner cette élection. Ensuite, le Madison Square Garden, vous voyez avec son slogan aujourd'hui, Dream Big Again. Permettez-vous de rêver un peu plus encore. À l'intérieur, il va forcément tenir un discours comme beaucoup l'ont fait avant lui. On pense à Roosevelt, on parle de JFK aussi, qui a fêté son anniversaire en 1962 avec le fameux spectacle légendaire de Marilyn Monroe. C'est ici que de grands artistes se sont produits, c'est ici qu'il y a eu de grands matchs sportifs légendaires américains. Et la dernière raison, c'est simplement parce que il croit dur comme fer qu'il y a des mécontents aujourd'hui ici à New York et notamment dans la banlieue de Manhattan et de New York, des mécontents qui estiment que la vie quotidienne est beaucoup trop chère et qu'il y a un vrai problème de sécurité avec cette vague de migration
d'immigration venant de la frontière sud des États-Unis. C'est pour cela qu'il compte bien grappiller quelques voix supplémentaires pour gagner le 5 novembre. Igor Saïri en direct de New York avec Hortense Gérard. Et de New York, allons en Pennsylvanie retrouver Clémence Dibou. Clémence, Kamala Harris, la candidate démocrate, fait campagne dans un État clé où la candidate va donner un meeting. Elle en a aussi profité pour aller à la rencontre d'un électorat bien précis, c'est ça ? Oui, parce que là, ici, dans un premier temps, tout le monde attend évidemment Kamala Harris. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez vu Madison Garden, le Square Madison Garden à New York avec Igor Saïri tout à l'heure. Là, on est sur des dimensions beaucoup plus modestes. C'est la salle de sport de basket dans la banlieue de Philadelphie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est montrer sa carte d'identité, son invitation et ensuite, passer des portiques de sécurité comme à l'aéroport, sécurité maximale pour les meetings des candidats. Il y a là, dans la foule, des habitants de Philadelphie. Tout à l'heure, on parlait avec ce qu'on appelle les suburb moms, les femmes des classes moyennes des banlieues qui sont très inquiètes d'une arrivée éventuelle au pouvoir de Donald Trump. Et vous le disiez, Kamala Harris, elle va arriver tout à l'heure pour un discours aux alentours de 22h heure française. Il y a déjà beaucoup de monde qui l'attend parce qu'elle est déjà à Philadelphie depuis ce matin avec des visites très intéressantes. Des meetings à Philadelphie, elle en a déjà fait beaucoup, mais des rencontres avec les habitants, ça c'est un peu plus rare. Elle a assisté ce matin à un office religieux dans la banlieue de Philadelphie et puis ensuite elle s'est rendue chez un barbier. Là, on voit tout de suite la comparaison avec un barbier qui discutait avec Donald Trump dans le Bronx. Et là, ce qu'on sait de cette rencontre dans cette banlieue de Philadelphie avec dans un barbershop, dans un salon de coiffure de Kamala Harris, c'est qu'elle se serait assise sur ce qu'on appelle le lucky chair. C'est le propriétaire du magasin lui a expliqué que si elle s'asseyait sur la chaise, elle allait gagner l'élection. C'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, elle a discuté avec des représentants de la communauté afro-américaine. Ils ont parlé de problèmes d'obtenir des prêts quand on est noir aux États-Unis et du problème de manque de représentativité, notamment des professeurs afro-américains dans les écoles. Voilà ce qu'elle vient faire ici en Pennsylvanie. Vous l'avez rappelé, un État clé qui pourrait basculer côté démocrate ou côté républicain. Clémence Dibou avec Camille Fournier en direct de Philadelphie, la lucky chair, comme quoi ça tient à peu de choses la politique. Alain Bauer, plus sérieusement, c'est une sorte de guerre civile froide qui se joue à l'occasion de cette élection. Ah oui, c'est extrêmement clivé. Il est impossible de parler politique à table avec mes amis américains. On parle de tout, sauf de ça. Parce que dès que vous en parlez, c'est tout de suite... Alors moi, je suis le Frenchie, je suis pas électeur, je ne fais que passer, mais j'y vais souvent. Je travaille toujours avec la police de New York, moi plutôt sur l'antiterrorisme ou le crime organisé. Donc je les connais bien et depuis longtemps. Donc j'ai plutôt un regard extérieur, donc je ne fais pas partie des enjeux, mais on ne parle pas de qui va voter pour qui, ni pourquoi. C'est interdit, autrement on termine pas le déjeuner et il y a plus beaucoup d'assiettes entiennes sur la table. Donc c'est devenu très, 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 très difficile de discuter politique. Chacun est dans sa ligne de nage et il y a quasiment plus personne au milieu. On voit ces images, Alain Bauer, en direct de l'intérieur du Madison Square Garden où Donald Trump va donc tenir meeting dans quelques heures, ce qui peut être difficile à comprendre quand on regarde l'élection vue de France, c'est le fait de voir que malgré ses outrances, malgré ses saillies racistes, sexistes, malgré ses condamnations, malgré le fait qu'un de ses anciens collaborateurs le qualifie de fasciste, Donald Trump n'empathie pas dans les sondages. Comment est-ce que on peut comprendre ça ? Parce que c'est une clé au fond de cette élection américaine. Parce que vous dites malgré, mais eux ils disent grâce. Ouais. Donald Trump, il a réveillé tout ce qui était interdit, tout ce qui était mal vu de dire, de gens qui le pensaient très fort mais n'osaient pas l'exprimer. Et donc, en réveillant cela, plus une capacité à utiliser le mensonge, la fake news et la manière d'expliquer que tout est l'objet d'un gigantesque complot, y compris toutes celles et tous ceux qui l'accusent de tout ce qu'il a effectivement fait. En tout cas, la justice américaine, elle, a déjà tranché. Elle a tranché sur sa culpabilité, pas sur sa peine. Est un instrument pour lui, pour le réveil d'une Amérique de petits blancs, comme on dit sociologiquement. C'est pas un point de vue. C'est pas un point de vue méprisant. Une des conseillères de Hillary Clinton, quand elle a perdu,
Je l'ai vue quelques jours après. Elle me dit, c'est extraordinaire. Je travaille entre Los Angeles et New York et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert qu'il y a quelque chose entre les deux. Cette Amérique-là, elle avait disparu. C'est l'Amérique où le Main Street est vide. Tout est fermé. Il reste 2 bars. Le cinéma est terminé. Il y a plus rien. Et donc, c'est l'Amérique du vide qui dit qu'elle veut pas mourir. Et Trump, il a parfaitement compris ça. Donald Trump qui disait en 2016, je crois, je cite à peu près de mémoire, je pourrais tirer sur quelqu'un que je ne perdrai pas de vote. Oui, c'est pas une impossibilité, ça dépend dans quelles conditions. On tire beaucoup aux États-Unis. Mais il faut comprendre que notre regard européen ou occidental, qui d'ailleurs est devenu qui se rapproche beaucoup de ce qui se passe quand vous voyez les résultats des élections ailleurs, la Trumpisation des esprits au sens de la méthode électorale pour dire très grossièrement, de manière très brutale, des choses qui sont désormais enlevées de toute l'enveloppe habituelle, sont des éléments qui pèsent énormément dans la mobilisation électorale. Un mot sur les conséquences de cette élection sur les équilibres mondiaux. Il y a le Proche-Orient, on a vu ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, la riposte israélienne sur l'Iran. Il y a la question du conflit. Très mesuré. Très mesuré, absolument. Même l'ayatollah Khamenei a dit ni trop ni trop peu. Qu'il ne fallait ni surestimer ni exagérer. Il y a la question du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a la question de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne. Une élection de Donald Trump sur les équilibres mondiaux, ça aurait quoi comme conséquence? Un chaos supplémentaire? Son imprévisibilité, c'est surtout le problème de ce qui lui est reproché avec Kim Jong-il, avec Xi Jinping, avec Vladimir Poutine. Parce que Donald Trump lui dit, moi je suis élu, je règle la question du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, il est capable de la régler. S'il coupe les vivres à l'Ukraine, la question du conflit sera réglée assez rapidement. Donc, le problème, c'est l'imprévisibilité, c'est les effets secondaires. Mais de ce point de vue-là, pour lui, l'Europe, c'est le passé, c'est fini, c'est terminé, c'est un musée. Lui, son problème, c'est la Chine et la confrontation avec la Chine. Donc, il y a des effets, mais les démocrates pensent assez la même chose, mais en beaucoup plus modéré. Beaucoup plus soft. Et disons qu'effectivement, l'Europe n'est pas au cœur de leur stratégie géopolitique et internationale. Alain Boer, je le disais, vous publiez ce dictionnaire amoureux illustré du crime. Je le recommande, c'est instructif, érudit. Seulement, est-ce qu'on peut vraiment mettre amoureux et crime dans une même phrase? Alors d'abord, la collection s'appelle Dictionnaire amoureux. Oui, de toute façon, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Et donc, on n'a pas vraiment le choix. Et moi, je voulais absolument montrer l'arrière-plan de la fascination qui existe dans la société française pour le crime. Parce que si c'est une spécificité française ou pas? En tout cas, nous, on en a fait un art très particulier. D'abord, on est le premier pays à avoir inventé un journal qui ne s'occupait que ça au moment de l'affaire Troppmann. Nous avons inventé, c'est une des plus grandes maisons d'édition françaises qui a inventé le journal Détective. C'est Gallimard. Gallimard, en 1936 ou 38. Enfin, il y a quand même une fascination particulière. Et puis, si vous supprimez le crime, du théâtre, de l'opéra, des faits divers, des chaînes d'infos en continu, va pas nous rester grand-chose à se mettre sous la dent, ou du petit café et de la discussion du bar du matin. Donc, j'ai voulu montrer que dans cette fascination, il y avait à la fois une fascination pour ce qu'on appelle les beaux criminels, une fascination pour les criminels de fiction, Arsène Lupin. Oui, il y a même un chapitre sur Robin des Bois. Oui, et vous avez pu noter que, grâce à Donald Trump, pour faire le lien avec son livre, lui, il a réinventé Hannibal Lecter. Il n'a jamais existé. Je précise qu'Hannibal Lecter... qu'il cite comme si c'était quelqu'un qui existait. Oui. Voilà, le cher Hannibal Lecter, feu Hannibal Lecter. Hannibal Lecter que je regrette beaucoup, ce qui est toujours une sorte de curiosité, alors que c'est un composé de 4 criminels qui, eux, ont existé. Mais lui est un personnage de pure fiction. Et donc, c'est tellement imprégné dans notre vie que j'ai voulu montrer ça. Et puis, un peu de criminologie, de la fiction. Et puis, vous avez, par exemple, Carbone et Spirito qui inventent le crime organisé français. Qui sont des mafieux marseillais de l'entre-deux-guerres. Autour des stupes. Ouais. Donc, qui ont créé le kyste criminel marseillais dans cette ville, les victimes depuis. Mais vous avez un exemple formidable de docu-fiction qui s'appelle Borsalino, le film, qui est exactement cette histoire-là. Car en plus, notre fiction prend toujours un aspect sur la réalité. Et puis vous avez des films formidables. Marie Bénard, qui est un film docu-fiction, même si Alice Sapritch a beaucoup pesé, et qui est un film de télévision, et pas un film de cinéma. Personne s'en est rendu compte, mais c'est des vrais sujets. Donc j'ai voulu remettre ça, et donc il est amoureux
parce que c'est mon métier aussi et que j'aime bien mon métier de professeur de criminologie. On pourrait passer plusieurs heures à raconter, décortiquer chacune de ces entrées. Je suis à votre disposition. Ce dictionnaire amoureux. Dimanche complet, avec affaires suivantes. Avec affaires suivantes, comme ça. C'est une magnifique émission. C'est une magnifique émission. Absolument, présentée par Dominique Rizet, Philippe Gaudin et Ronald Guintranche quand Philippe Gaudin est absent. Si pour nos téléspectateurs, vous deviez garder une entrée, une ou deux, ce serait laquelle dans ce livre ? Hannibal Lecter. Ah oui, parce que le composé le plus extraordinaire d'une invention qui a marqué les esprits à tel point qu'il est devenu vivant, ce qui n'est jamais arrivé. Grâce notamment à Anthony Hopkins. Oui, et à Donald Trump. Oui, c'est vrai. C'est quand même assez variable. Et puis Gilles de Rais. Alors, pourquoi ? Le plus grand serial killer français, maréchal de France, tueur et assassin. Voilà. Donc, je pense que lui, il fait partie de ceux qu'on n'a pas connus, qu'on a zappés, mais qu'il faut aussi reprendre en considération parce qu'en matière criminelle, ce qui est nouveau, c'est surtout ce qu'on a oublié et que l'amnésie est jamais bonne conseillère sur les stupes, sur le crime, sur la réponse pénale et parfois même sur la criminalité des étrangers. Merci beaucoup Alain Boer d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Et donc, je recommande ce dictionnaire amoureux illustré du crime aux éditions Plomb et Grund. Un cadeau de Noël, par exemple ? On peut commencer à parler des cadeaux de Noël quasiment. C'est la bonne période. Il y a les téléfilms de Noël. Les films de Noël. Oui, on me dit, pardon, à l'oreillette que le Père Noël, c'est lui, parce qu'il y a peut-être des jeunes enfants qui... Voilà, regarde, donc c'est bien sûr le Père Noël et qui va peut-être l'apporter sous le sapin. Mais il n'y a pas d'entrée sur le Père Noël dans le dictionnaire amoureux. Il n'a pas encore été poursuivi pour des activités répréhensibles. Merci beaucoup Alain Boer d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.